Décès de Samuel Ouazizi, les journalistes camerounais sont décidés à se mobiliser et à descendre dans les rues dans les jours à venir. Il est important aujourd'hui que l'on le dise exactement de quoi est mort le journaliste camerounais, pourquoi avoir pendant près d'une année gardé le corps du journaliste sans rien dire. Samuel Ouazizi, vous le savez, est mort dans des conditions troubles malgré des sorties officielles, notamment du ministère de la Défense à travers le chef de division de la communication de ce ministère qui nous a donné effectivement quelques éléments de ce décès qui aujourd'hui n'arrête pas de troubler l'opinion publique et même internationale. On le dirait également assez, madame, messieurs, on le dira peut-être pas assez, le coronavirus continue à sévir et sa courbe va croissant au Cameroun. On annonce aujourd'hui 8312 cas avec exactement 208 décès en cette date du 9 juin 2020. Dire qu'il va falloir absolument s'arrêter un instant et se demander où l'on va. Est-ce que les mesures barrières édictées autour du Covid-19 sont encore respectées? Quel regard portez-vous, vous Camerounais, nous Camerounais de l'intérieur aussi, à travers ces mesures barrières? Que fait l'État à la suite du Fonds de solidarité nationale initié pour lutter efficacement contre le Covid-19? Le Cameroun a-t-il les moyens? Si oui, quels sont ces moyens? On en saura certainement plus dans les jours à venir. Et pour mieux comprendre ce sujet, est-ce que le Cameroun aujourd'hui a peur de ses phytothérapeutes? Est-ce qu'une solution camerounaise ferait-elle peur au gouvernement en place quand on sait exactement que les phytothérapeutes, entre autres, comme Monseigneur Samuel Kleda, Dr Hobson ou encore Dr Dimi, y compris à ses côtés, le Dr Tazon, ont pu proposer à l'État du Cameroun des solutions camerounaises efficaces en vue de lutter contre le coronavirus. Madame, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci infiniment de nous retrouver pour cette édition de 10-12 le Zénith. Vous êtes certainement à la maison, asseyez-vous confortablement, tenez surtout la télécommande à main. Mais si vous souhaitez interagir avec nous, vous connaissez les pages 10-12 le Zénith, là nous sommes sur Facebook, allez-y rapidement vous y abonner, ou encore la page Equinox Télévision, rapidement allez vous y abonner, vous laisserez vos nombreux commentaires à la suite des sujets qui seront véritablement décryptés pendant cette émission. La grande famille est au complet ce matin. Charles Hamel, Mbonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, et comme j'aime à le dire, ensemble unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir et on le fera encore en ce jour. Mbonbon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je vais rester dans le même sillage que vous. Décès de Samuel Ouazizi, le syndicat national des journalistes du Cameroun reste déterminé. Mais il a cité trois options. En fait, trois options, mais trois langages, j'aurais pu dire, qui ont été rappelés dans tous les groupes des syndicalistes, dans tous les groupes des journalistes. Comme nous avons affaire avec le régime et une partie du régime, les militaires, le syndicat national des journalistes du Cameroun a choisi ceci. Le langage militaire dit « la pluie n'empêche pas la progression ». Les économistes, eux, disent « la pluie n'est pas un obstacle au développement ». Et pour les syndicalistes, eux, disent « la pluie n'empêche pas l'action ». Donc, quelle que soit la saison de pluie, quel que soit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, même s'il pleut n'importe comment, les journalistes camerounais sont déterminés à poser des actions pour dire à ce gouvernement « non, il y en a marre ». Il y en a marre. Il y a des journalistes encore emprisonnés aujourd'hui. On a fait des plaidoyers, mais si la réponse est que à un moment on vous annonce qu'un est décédé, un autre on vous dira que tel est décédé, à qui le tour? Le SNJC va poser des actions pour dire halt. Même si aujourd'hui le SNJC est extrêmement combattu, parfois même par les mêmes journalistes qui ne l'admettent pas comme étant un syndicat crédible, mais il va falloir dire que le syndicat national des journalistes du Cameroun est bel et bien connu, est bel et bien crédible, et il va falloir justement qu'on s'accorde véritablement et qu'on accorde nos violons
pour donner une suite favorable au décès de Samuel Ouazizi, qui est aujourd'hui devenu l'un des sujets toujours sur nos lèvres. Tant qu'on n'a pas de réponse, les journalistes ont décidé d'aller plus loin et surtout de porter haut la voix de cette grande famille. Si vous permettez en une seconde, justement, parce que ça aussi, il faut lever cet équivoque-là. C'est le syndicat national des journalistes du Cameroun qui est affilié à la Fédération internationale des journalistes. Très bien. Donc, qu'il n'y ait pas, parce qu'on sait, c'est ça aussi, quand on parlait des oppositions africaines, ça date depuis des années 40. Le pouvoir colonial et néocolonial aujourd'hui fait créer des syndicats, justement pour que les syndicats qui ont une certaine base, qui ont une certaine, j'allais dire, une certaine idéologie syndicale ne puissent pas émerger. Voilà pourquoi on a greffé autour de l'environnement camerounais des médias des syndicats, entre guillemets, on peut appeler même syndicat rose. En tout cas, le vrai, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun. Le sujet n'est pas peut-être passionnant, mais le sujet est important. Il faut absolument en parler. Et il faut continuer à décrier. Et nos voix n'arrêteront pas de se faire entendre. Charles Hamel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. La voix, ça va mieux ce matin, on espère. Espérons. Très bien. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aussi aux téléspectateurs. Les rencontres entre l'ambassadeur de la France au Cameroun, Christophe Guilou, et le président Paul Biya se multiplient. Une rencontre qui commence à être de trop pour les Camerounais sur Internet qui nous disent, qui nous demandent ou encore qui veulent savoir si effectivement ou finalement Christophe Guilou est désormais le porte-parole du président Paul Biya. Peut-être même, d'aucuns se demandent s'il est l'actuel président de la République du Cameroun. Bon, Bengan, certainement, au courant de l'émission, nous donnera certainement quelques pistes concernant l'histoire du Cameroun et celle de la France pour en savoir un peu plus. Finalement, le Cameroun est-il français ou est-il camerounais? On en reparlera tout à l'heure. Dominique Audrey Oyengelek, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans la même posture, mais surtout en tant que collaboratrice exceptionnelle de ce plateau 10-12 le Zénith. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai une interrogation qui s'adresse notamment au ministre de la Santé qui a annoncé un pic au niveau du nombre de cas de Covid entre le 10 et le 15 juin. Après avoir fait cet exposé, malheureusement, le ministre de la Santé ne nous a pas dit quelles sont les mesures qui seront prises justement pour encadrer ce pic-là. On attendra simplement que ça retombe ou bien on va continuer d'avancer dans les chiffres, ou alors quelles sont les mesures que vous avez prises justement parce que vous avez prévu qu'il y aura un pic au niveau du nombre de cas de Covid liés au Covid-19. En tout cas, on le sait bien, dans le fonds de solidarité nationale initié pour le combat et la lutte contre le coronavirus au Cameroun, les attentes encore de l'État, c'est de remettre dans cette cagnotte le montant de 284 milliards de francs CFA. Certainement, on verra où l'argent partira pour y être versé et afin de lutter efficacement contre le coronavirus. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. N'oubliez pas, comme je vous l'ai très bien dit à l'entame de l'émission, réagissez à travers les pages 10-12 Le Zénith ou encore Equinox TV. Allez rapidement vous y abonner. Suivez le fil d'actualité de l'émission qui se diffuse là-bas en live. Laissez-nous vos commentaires et on les lira tout à l'heure avec Karine Santia. Allez, l'histoire de ce jour, Dominique Audrey, nous nous retournons vers vous effectivement pour en savoir un peu plus ce matin. Et nous sommes bien sûr un mardi. Il s'agit de quoi? Il s'agit des plaintes de l'histoire d'une fratrie de 5. Donc c'est une famille avec 5 garçons et 4 des garçons sont à l'étranger. Leur dernier né, âgé aujourd'hui de 25 ans, vit encore au Cameroun avec leur papa. Ils racontent que depuis leur départ à l'étranger, ils ont pris soin de leur petit frère, on a payé études et autres, et leur mère les a rejoints à l'étranger lorsque leur dernier était encore au lycée. Et durant sa vie ici, la vie de ce frère au Cameroun, qui est aujourd'hui en cycle master, il a vécu une vie de luxe. Ses frères lui ont donné tout ce qu'il voulait, puisqu'il était le dernier, il n'avait pas besoin de travailler. Et cet aîné raconte que son frère s'est retrouvé, lorsqu'il était à Yaoundé, avec d'autres enfants de riches qui ont eu une influence négative sur leur frère. Il dit que notre mère a quitté le Cameroun quand il était encore au lycée, donc c'était un enfant gâté. Aujourd'hui, notre frère se drogue. Il raconte qu'il y a quelques années, alors qu'il est venu au Cameroun et qu'ils sont allés tous en famille en vacances au niveau du mont Cameroun là-bas, il a fouillé le sac de leur dernier et il est tombé sur des plaquettes de tramadol.
Il s'est offusqué de savoir, mais qu'est-ce que tu fais avec autant de comprimés? C'est quoi? C'est une prescription? De quoi tu souffres? Il a dit non, c'est pas pour moi et tout. Donc il a botté en touche. Ils ont fini par se rendre compte que effectivement leur petit frère se droguait. Lorsqu'on l'aborde et qu'on en parle avec lui, celui-là leur dit que non, moi je consomme cela pour pouvoir me concentrer lorsque je vais étudier. Ça me permet de m'évader, d'être en dehors de la réalité. Ça me met bien. Je suis à l'aise lorsque j'en consomme. Sauf que aujourd'hui, ce petit frère qui devait se retrouver notamment en Italie pour des études a mangé l'argent de l'inscription. Lorsqu'il devient sobre, il se rapproche de ses frères, demande des fonds de commerce qu'on lui donne et ensuite il disparaît entre guillemets dans la nature. Il recommence à consommer de la drogue et aujourd'hui, il a dit à ses frères que lorsqu'il arrête de consommer, il tombe malade. Conséquence, il est obligé de toujours en prendre encore et encore et encore. Ses frères racontent qu'ils ont parlementé, ils ont menacé, ils ont fait tout ce qui était possible pour eux, pour que leurs frères arrêtent, mais aujourd'hui, ils sont à bout de souffle. Donc, ils demandent que ce soit des médecins qui ont des solutions à proposer, que ce soit même des familles qui l'ont vécu et qui s'en sont sorties, de leur proposer également des voies de sortie de cette situation. Très bien, Dominique Audrey, Oyengelek ce matin, merci pour cette histoire. On va comprendre simplement qu'il y a deux problèmes majeurs aujourd'hui, c'est la toxicomanie et on va aussi peut-être parler de l'addiction très poussée. Et vous qui êtes femme, je commence avec vous Dominique Audrey, si c'était votre frère, que direz-vous? Après avoir pleuré, je dirais quand même que lorsqu'on est jeune et qu'on a des frères qui sont dans l'adolescence, on gagne à être très proche d'eux. Ce qui fait qu'on a la facilité. Bon, maintenant, je vais vous dire que le milieu dans lequel moi j'ai grandi fait que je peux savoir facilement lorsque quelqu'un en consomme ou bien quelles sont les fréquentations des personnes qui en consomment. Conséquence, lorsqu'on a un frère, si on est dans la même maison et qu'on est proche, qui touche à cette histoire, on a la facilité à savoir et on devrait pouvoir ouvrir le dialogue. Il y a que, effectivement, les personnes qui consomment ces produits, ces stupéfiants-là, commencent par un effet de suivisme. Moi, j'appelle ça suivisme moutonnier parce qu'on a des amis qui en consomment. Conséquence, on en consomme parce que, bon, ces amis le font. Sans arrière-pensée, on le fait. Sauf que, malheureusement, il y en a qui deviennent addicts. Et lorsqu'on devient un addict, on se dit, ça me permet de m'évader, je suis bien, je suis à l'aise, je plane, je n'ai pas de soucis, vraiment, je ne m'encombre pas de la vie. Et après, à la fin, comme dans l'histoire de ce jeune homme, on a envie d'en sortir. Donc, on entre dans la drogue pour certaines raisons et maintenant, pour ces mêmes raisons, on décide d'en sortir parce que les personnes qui consomment la drogue à un certain moment n'ont plus le contrôle de leur vie. Ils se sentent lésés, commandés comme ce jeune homme qui, lorsqu'il n'en consomme pas, est totalement malade. Donc, il a besoin d'aide. Si c'est mon petit frère, il y a des centres où on désintoxique au Cameroun, même de force, on devrait l'y conduire précédemment pour qu'on commence là-bas. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait un suivi psychologique. Mais tout ça, que ce soit des médicaments qu'on va prescrire pour qu'il arrête, que ce soit même une désintoxication, s'il n'a pas la volonté nécessaire, s'il n'a pas la volonté qu'il faut pour pouvoir s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Donc, à ce niveau, il faut d'abord que le jeune homme veuille impérativement changer. Quand j'ai fini de dire ça, il faudrait que les parents fassent un peu attention aux fréquentations de leurs enfants. Il est important, lorsque votre enfant vous dit « je m'en vais chez mon ami tel, maman tu connais mon ami tel », faites tout et pour tout pour que votre enfant ramène cet ami à la maison, pour que vous puissiez savoir avec qui votre enfant sort. C'est en parlant avec les amis de vos enfants que vous pourrez pouvoir évaluer la mentalité des compagnies de votre enfant. Donc vous semblez dire justement important. Que c'est l'influence de sa compagnie qui aurait eu un impact sur lui. Oui, même si cet enfant, le mal lorsqu'on a un peu d'argent et qu'on veut faire du bien à ses enfants, c'est qu'il se retrouve avec une certaine catégorie d'enfants qui ont également une sorte de laisser-aller. Et conséquence, ces influences nocives nuisent sur les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous aurez des gens qui vous disent « Non, même si je marche avec tel, cette personne ne peut pas avoir de l'influence sur nous. » Et tout le monde a de l'influence sur tout le monde. Donc maintenant, il faudrait revoir l'éducation. Libérer la parole avec les enfants. Ne dites pas simplement aux enfants « Non, 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 n'y touche pas. » N'y touche pas parce que
La drogue va te rendre malade. La drogue va te faire ceci. Donc, un enfant comme celui-ci qui a du cannabis, du tramadol, lorsqu'il en veut, facilement comme ça, c'est un sérieux problème. Il faudrait on remonte sur toute la chaîne, même jusqu'aux personnes qui vendent dans les pharmacies. Il faudrait que ce genre de produit ne soit accessible que sous prescription, avec ordonnance, vraiment. En tout cas, merci également ce matin pour votre proposition. On espère qu'en même temps que le frère qui a posé, le problème sera entendu. Et Dominique Audrey qui a bien sûr pris la peine de lui dire ce qu'elle pense en tant que femme, en tant que sœur. On espère en même temps que le message est bien passé. Oui, il ne faut pas brusquer ce genre d'enfant. Lorsque vous constatez que votre enfant sombre dans l'alcool ou bien dans la drogue, il ne faut pas aller brutalement ou frontalement. Mais ce n'est pas non plus l'occasion de dire à ces enfants qui nous regardent ce matin que quand vous y allez, vous savez exactement que ce n'est pas bien, mais vous le faites quand même. Et ce n'est pas parce que vous le ferez que vous attendrez qu'on vous dit que ce n'est pas bien. Bien sûr, non, tout le monde quand même. Tout le monde sait que la drogue c'est mauvais. Mais malheureusement, dans nos quartiers, on a des gens qui en cultivent derrière nos maisons, qui consomment derrière nos maisons. Lorsque vous interpellez même les forces de police, M. Machola a mentionné ici une fois, ils font mine de venir et après ils disparaissent complètement. Il faudrait qu'on fasse des campagnes. C'est là que le ministère de la Jeunesse et des Loisirs doit descendre sur le terrain, multiplier les campagnes et exposer les méfaits de la consommation de ces drogues sur les jeunes. Merci Dominique Audrey. Karine Santia, c'est un problème ce matin d'addiction, de toxicomanie. Il y a lieu de donner des conseils justement à cette famille pour sauver un des leurs qui est précieux et des conseils certainement venant de vous aussi puisque c'est la demande qui a été faite ce matin. Pour commencer à conseiller, il faut déjà comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils sont à l'étranger, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nous vivons quotidiennement avec des jeunes qui se droguent. Je dis quotidiennement avec des jeunes qui se droguent. Au vu et au su de tout le monde, dans les quartiers, face à tout le monde, aux enfants, aux plus petits. Et rien n'est dit, rien n'est fait. Il se passe que c'est un étudiant sensiblement intelligent qui a eu le malheur de vivre l'indépendance dans l'opulence absolue sans chercher. C'est-à-dire que quand il était au lycée, maman est partie retrouver ses frères à l'étranger. De santé. Et pour des questions de santé. Et elle a laissé son fils ici plus jeune. Sauf que pour entretenir ce fils, c'était plus question de maman qui va faire la cuisine. Il fallait envoyer l'argent directement au fils. Si avant on envoyait à la mère avant qu'elle faisait ce qu'il y avait à faire. Maintenant directement ça tombe dans les mains du fils qui a le choix. Qui a plusieurs choix devant lui pour décider de ce qu'il va faire de cet argent. Et vous savez vous-même que lorsque vous avez un argent qui vous a été donné, évidemment, vous ne faites pas forcément ce qui est bien de cet argent. Et du coup, pour un jeune pour un jeune immature, c'est facile que ce sera pour le divertissement. Et dans l'industrie du divertissement, il y a tellement de dérives que vous ne pouvez même pas imaginer. La drogue, ce n'est que la moindre des conséquences, parce qu'il y en a tellement. Sauf donc, que c'est l'une des conséquences. L'une des conséquences, voilà, parce qu'il y en a tellement. Et les drogues addicts sont pour la plupart du temps des surdoués. C'est pas n'importe qui. Ce sont des surdoués qui ont commencé à consommer de la drogue pour une raison claire pour eux. C'est-à-dire que je prends de la drogue peut-être pour me concentrer, tel que le jeune garçon l'a mentionné, ou encore je prends de la drogue notamment pour avoir un peu plus de concentration. Sauf que à un moment, au même moment où il consomme cette drogue, c'est à ce moment-là qu'il détruit son organisme et son psychique, parce qu'il devient contrôlé par ce qu'il consomme pour être bien. Et au final, il devient mal parce qu'il veut être bien. Et c'est très très difficile de faire comprendre à ces personnes-là qui sont sur le mauvais chemin quand vous n'êtes pas formé dans le domaine, quand vous n'êtes pas assez aguerri par rapport à ça. Parce que dites-vous bien que tous les conseils, toutes les remarques que vous avez faites, que vous allez lui faire positivement ou de manière à ce que ce dernier puisse
comprendre qu'il est sur le mauvais chemin, vont toujours être prises négativement. Donc, à chaque fois que vous allez lui dire, vraiment, Franck, ne fais plus ça, ce n'est pas bien. Quand tu le fais, tu détruis ton système nerveux, tu détruis ton organisme et tout. Tu pourras être victime d'un cancer et ainsi de suite. Il va dire non, 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 non. Parfois, il vous dit qu'il connaît, il vous dit qu'il comprend, il sait tout ce qu'il fait, mais il prend des précautions. Parfois, il dit que non, 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 c'est pas grave. Il est assez fort pour soutenir. Donc, il a toujours un argument pour se dire que lui, il est plus fort que ce qu'il prend. Par contre, c'est vraiment l'inverse. Et la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est des situations qui sont vécues partout dans le monde. C'est-à-dire que parfois, c'est pas forcément des enfants nantis, ce sont des enfants qui ont grandi dans dans un certain environnement, qui finissent par se donner à ce genre d'activité. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le jeune n'a pas seulement été victime de mauvaise compagnie. Il a été victime du fait qu'il a été exposé à un agent qui n'a pas travaillé. Vous parlez là de l'irresponsabilité parentale? Parentale et familiale tout entière. Parce qu'il a des frères. Et moi, je vous assure que mon frère, avant qu'il me donne l'argent, mais je vous dis que car il voit que j'ai déjà commencé ce que je veux faire avant de donner pour compléter. Donc, on a permis à ce jeune homme... Mais là, vous lui avez posé un problème réel, c'est visible, c'est palpable. Et il vous dit, bon d'accord, puisque vous avez franchi une étape, je vous accompagne. Oui, là, c'est quand vous avez déjà commencé. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui disait que je vais acheter des bords, on donne de l'argent. Je veux aller à l'école, je n'ai pas assez d'argent de transport, ça c'est fini, on donne de l'argent. Je veux si on donne de l'argent. Donc, il faudra déjà comprendre que c'est nous qui sommes à l'origine de cela. Et je peux vous dire que quand la famille a constaté, certainement, on a coupé le verrou. Brutalement. Ce qui a fait que le gars, certainement, il s'est donné à d'autres activités pour avoir cet argent et continuer à s'en procurer parce que la dot ne coûte pas 2 francs. Ça coûte super cher. C'est pas n'importe qui peut s'en procurer. Bon, ça, en même temps, il y a des drogues aujourd'hui qui sont légères. On sait que ça coule les rues, les vendeurs de médicaments. Oui, aussi, mais je peux vous assurer quand que... on fait du tramadol quand même, on sait que ça Mais je peux vous assurer que la drogue, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle ne coûte pas 200 francs. Très bien. Et pour les personnes qui sont addictes, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense pour pouvoir s'en procurer. Donc aujourd'hui, il est question pour la famille déjà, avec le père de l'enfant, je ne sais pas s'il est encore Il est là, il est au Cameroun. D'accord. De s'asseoir et de choisir la manière qui sera la plus probable pour amener ce garçon à la guérison. Il y a des centres psychiatriques au Cameroun. Votre proposition, c'est laquelle? Il y a des centres psychiatriques au Cameroun pour les personnes qui sont victimes des addictions. Et on peut notamment privilégier ce sens-là et mettre à sa disposition un psychologue ou un psychiatre qui pourra le suivre quotidiennement parce que lui, au moins, il a l'expertise pour pouvoir suivre ce nombre de cas parce qu'il est en master, il est adulte. Ce ne sera pas évident pour la famille seule de pouvoir gérer cette situation. Merci Karine. Charles Amel Bachou, c'est un problème de famille également et on va peut-être questionner le père de famille que vous êtes et pour pouvoir aider cet enfant à sortir de son addiction, de sortir justement de sa pratique quotidienne qui n'est pas bonne pour lui et surtout faire la fierté de sa famille puisque la famille veut le récupérer. Que dites-vous? Le danger dans l'histoire, c'est qu'il a déjà pris goût. Il a déjà pris goût. Il se sent à l'aise. C'est son monde. Vous savez, on le dit ici aux parents que apprenez à vos enfants à souffrir. Un enfant qui souffre appréhende mieux les choses. De 0 à 10 ans, esclave. De 10 à 20 ans, disciple. De 20 à 30 ans, ami. De 30 à plus, conseiller. Voilà la règle d'éducation. C'est le principe qu'il faut donner à un enfant. Ne donnez pas tout aux enfants. Apprenez aux enfants à chercher. Apprenez aux enfants à épargner. Apprenez aux enfants à se projeter. Qui était là pour l'enfant? C'est Dominique Audrey qui nous dit sur ce plateau tous les jours, laissez les enfants s'exprimer. Laissez les enfants vivre. Ben voilà ça. Lorsque le père détourne le visage d'un jour, c'est terminé. Lorsque la mère détourne, c'est terminé. L'enfant, on le suit perpétuellement. L'enfant ne grandit pas à mes yeux. Parce que je n'ai jamais grandi aux yeux de mon père. Donc mon fils ne va pas venir me dire qu'il a grandi. Il va suivre le même rythme. Vous savez, quand on a déjà traversé le normal, on va chercher des sensations fortes dans la normale. Il a bu tous les liqueurs parce qu'il avait les moyens. Il est devenu immunisé. Vous entendez les gars qui vous disent que, gars, je bois même 2 casiers, je ne sens plus moi rien.
je vais aller chercher plus. Ce plus, c'est le nirvana. Qu'il va atteindre. Il va atteindre le nirvana, c'est la drogue. Vous avez des gens qui ont eu tellement d'argent. Ils ont eu toutes les femmes du monde. Ils cherchent autre chose parce que la vie devient vulgaire. Ils veulent autre chose. Des gens qui ont porté toutes les plus grandes marques de chaussures, les plus grands pantalons. À un moment donné, l'habillement ne lui dit plus rien. Vous avez l'impression qu'il ne prend pas comme, mais ça ne lui dit plus rien parce qu'il estime avoir tout atteint, tout fait. Baladez-vous, vous allez voir. On offre le téléphone à un enfant de 12 ans. Excusez-moi, ce n'est pas la publicité, le phone ou c'est phone 11. On offre à un enfant, je vois un enfant de 12 ans. J'interpelle le parent parce que je connais le parent. Il me dit, mais écoute, elle a ses frères en Europe, s'ils peuvent lui envoyer. Si à 12 ans, cet enfant utilise un téléphone dernier sorti, le phone 11, quand elle aura 17-20 ans, vous allez lui donner quoi? L'avion? Vous allez lui donner quoi, l'avion? Faites des tours dans le lycée ici à quoi? Vous allez voir des enfants qui portent des chaussures Jordan, dont le coût moyen c'est 250 000 francs. L'enfant connaît le prix parce que l'enfant a accès via son téléphone à Internet. L'enfant entre au lycée, l'enfant sait ce qu'il porte au pied. Demain en 6e, vous allez donner quoi, les Sebago? Et le rapprochement avec la drogue. Mais le rapprochement, c'est justement ça. L'enfant a tout eu. L'enfant a tout eu, mais c'est comme ce qu'on voit avec nos fils de riches aujourd'hui. Les riches ont tout donné à leurs enfants, sauf l'éducation et l'instruction. Conséquence, dès que papa meurt, c'est la bagarre. Personne n'a l'habilité intellectuelle à constituer, à considérer, à pérenniser les acquis de papa. Peut-être moral, vous voulez dire, pas intellectuel. Non, j'ai dit même intellectuel, ils ne l'ont pas. C'est des gens qui ont trompé leurs parents en allant acquérir des diplômes. On peut vous en citer. Il y a quelques exceptions parmi eux. Donc j'en viens au cas de notre frère pour dire, les frères ne sont pas là. Le faire monter en Europe, c'est un danger grave. Le laisser ici, sans suivi et accompagnement, c'est encore grave. Donc je pense qu'il faudrait qu'il trouve, puisque son père est là, on a dit que son papa est là, qu'on appelle son père, qu'on discute avec son père, et qu'il voit comment son père peut chercher un espace dans un centre psychiatrique, le faire interner, si possible l'enfermer, même pas enfermer, quitte à ce que le gars fait sa cure de désintox. Mais va-t-il pour autant abandonner? Bonne question. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de continuer à rester présent sur cette antenne, à travers, bien sûr, ces problèmes que probablement quelques-uns d'entre vous peuvent en avoir dans leur famille. Bonbon Bengan est sur ce plateau, on va dire, le père de ce plateau, entre guillemets. Oui, mais le sage aussi. Si on va consulter les traditions, Bonbon, comment peut-on sortir cet enfant de ce qu'il vit? Comment l'extirper de la toxicomanie et lui permettre de retrouver une vie normale? Il faudrait que les parents qui vivent encore et son frère aîné fassent leur mea culpa. À qui? Leur mea culpa, ils peuvent faire leur aggiornamento. Ils te disent qu'ils ont raté l'éducation de l'enfant. C'est eux qui ont raté. Généralement, dans nos traditions, les parents mettent un accent particulier sur les aînés. Il faut que les aînés réussissent à l'école pour pouvoir porter le reste des autres. Et si vous regardez certains parents, vous allez remarquer que c'est en général. Les cadets, j'allais dire, ils ont une certaine latitude à faire des choses que les aînés n'ont pas fait. Ou alors que les parents n'ont pas permis aux aînés de faire. Mais est-ce que le problème, c'est pas vous, parfois, les parents qui dites « c'est mon dernier marché » ? Justement, c'est ça le temps. Et ceux-ci sont donc tombés là-dedans. Or, l'aîné devait savoir qu'il est le petit frère de papa. C'est-à-dire que et papa doit laisser que l'aîné commence à avoir l'autorité sur ses cadets. Généralement, c'est ça qui manque. Et c'est cette transition-là que l'Occident est venu briser. Parce qu'on pense que tout le monde est un individu, il peut dire ce qu'il veut vraiment, il ne faut pas étouffer les gens. Non, on doit étouffer les gens. On doit asseoir l'autorité des parents et les aînés doivent asseoir leur autorité sur les cadets. C'est ça qui a manqué ici. Parce que
dans nos traditions, puisque vous avez voulu qu'on en parle, au quartier, au village, c'est les aînés qui vous redressaient. Quelquefois même, ils n'informaient pas papa. On est tous passés par là. Ils n'informaient pas papa. Pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez plus blâmer un cadet au quartier, au village? C'est ça l'occidentalisation. Ah, c'est mon enfant, pourquoi voilà. Je vous prends un cas. Je cite le collège Liberman. J'ai un aîné qui accompagnait son enfant à l'école. C'est lui-même qui m'a raconté, je n'étais pas là. Il trouve qu'il y a un camarade de son enfant qui lui se permettait tous les matins pour faire le grand. Il vient avec un billet de 10 000. Il lui fait une commande de 200, 300 francs. C'est bien qu'il n'y a pas la monnaie. Un jour, le vigile de Liberman interpelle le garçon, lui dit, mais attends, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Lui pensait bien faire. Il attend le père de l'enfant. Il s'est trouvé être un colonel. Il lui dit, ben, j'ai vu ça, mon fils, mais le colonel a blâmé ce vigile au point où le gars a failli faire pipi. Il a pensé qu'on allait même demander à la direction de Liberman de le licencier. Et là, l'aîné l'a venu avec son fils. Quand il s'est trouvé, il a dit, mais il s'est introduit dans la discussion que le conseil. Il lui a dit, mais monsieur, c'est vous qui avez tort. Le vigile veut sauver l'enfant. Il dit, mais de quoi je me lever? Il dit, je peux vous porter. Il dit, heureusement que l'aîné là, lui aussi, très grand maître des armes, il a dit, essaye. Essaye, je te tape ici devant les enfants. Donc, après, il s'est ramolli. Il est venu rectifier en blâmant son enfant devant des Suisses. C'est ce que Charles Hamel essayait d'expliquer. Donc, fondamentalement, le problème de cet enfant, c'est l'éducation de base qui a été ratée, loupée. Qui a été loupé parce que les parents, nous devons le savoir. Donc, les aînés à qui on avait la force, quand ils sont là, on essaie de suivre, on veille à ce qu'ils réussissent, qu'ils soient des gens dans la société, comme on dit. Ils devaient donc, à un moment donné, leur dire, aux cadets, je ne suis pas là, voilà. Et ça s'est passé comment? Généralement, lorsqu'on dit que l'aîné a réussi, quand tu viens construire la maison, papa te construit, papa te salue. Il te dit, demain, si je ne suis pas là, voilà comment la famille sera organisée. Et les cadets savent que, oui, tu es leur frère aîné, mais en fait, tu es leur papa. Donc, et c'est ça qui est marqué. Ici, donc, il faudrait que, comme papa est là, il commence à visser cet enfant. À visser cet enfant. Même dans la tradition, hein, nous avons des herbes, des écorces. Si on te le fait manger, ça peut te permettre de sortir de là. Tout à fait. Merci. On te désintoxique, c'est méditation. Mais donc, je voulais simplement montrer que vous qui entrez dans l'occidentalisation de comportement, ne loupez pas cette transition-là. Ouais. Lorsque vous commencez à vieillir, vous avez mis un accent pour que les aînés soient situés. Donnez l'opportunité à ces aînés de taper sur les cadets, d'avoir l'autorité sur les cadets. Malheureusement, vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez d'ailleurs, Bengan, que c'est l'occidentalisation qui a eu un impact en même temps sur l'éducation en Afrique. Mais il va falloir aussi que nous interpellons les parents, les aînés, nos petits frères qui sont rentrés dans cette pratique en leur disant il faut absolument en sortir. La drogue n'a jamais été intéressante pour qui que ce soit. Nous connaissons tous les dangers de la drogue et si on ne le dit pas aujourd'hui, quand allons-nous le dire? Mais attendez, en France, il y a déjà les endroits où on se met la drogue. C'est même légalisé. Malheureusement. Donc voilà, il y a des pays dans lesquels il n'y a que l'autorité des aînés sur les cadets qui peut arriver à réguler ce truc. Merci infiniment à vous. Madame, messieurs, on attend vos propositions en allant simplement vous abonner sur les pages Equinox TV. Abonnez-vous et retrouvez-nous dans le fil d'actualité. Laissez-nous vos commentaires en direct ou encore 10-12 le Zénith. Mais tout de suite, voici la colère du jour, signé Charles Hamel Mbathiou. Je m'interroge ce jour sur la question de la prévention des incendies en zone urbaine dans ce pays. Comment est-ce qu'on parvient dans chaque ville, grande agglomération, à prévenir des incendies? Telle est la question qui avait fait débat
lors des premiers forums organisés par l'ancien délégué de la communauté urbaine. Sauf qu'au sorti de là, rien n'avait été décidé. On avait fait des propositions qui sont rentrées dans les oubliettes. Comment comprendre que le principe de construction actuellement pratiqué dans ce pays n'intègre pas la prévention des incendies? Comment comprendre que les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public ne prennent pas la mesure au moment de la construction ainsi qu'en cours d'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde permettant d'assurer la sécurité des personnes? Comment comprendre que la non-application de la réglementation IGH, immeubles de grande hauteur, portant résistance au feu des structures, équipements de détection et d'alarme incendie d'équipement, facilitant l'intervention des pompiers lors des constructions, ne soit pas appliquée et que cela ne dérange personne? Comment comprendre le fait pour les mairies des villes de ne pas veiller à l'application des consignes de sécurité dans la construction des quartiers dits nouveaux, mieux des quartiers spontanés? Comment est-ce qu'ils feignent d'ignorer que le non-respect des mesures de sécurité dans la construction des immeubles à grande hauteur peut provoquer des incendies? Entrer dans plusieurs bureaux, plusieurs domiciles, plusieurs immeubles, même commerciaux, vous ne verrez pas la mise en place des moindres mesures de sécurité en cas d'incendie, en cas d'effondrement même, pour aller plus loin. Mesures de sécurité qui vont des issues de secours aux extincteurs de feu en passant par des alarmes, les portes coupe-feu et les détecteurs de fumée. Comment comprendre qu'hôtels, boîtes de nuit, immeubles, snack-bars ne disposent aucunement de sortie de secours? Rappelons-nous des multiples incendies qui ont ravi l'actualité dans ce pays. Que dire de ces constructions anarchiques d'immeubles, collés les uns sur les autres, sans respecter les distances de sécurité? Pourtant, tout est clair au niveau de la mairie de ville. Toute construction doit respecter une certaine distance de sécurité. Mais au Cameroun, 4 immeubles payés sur 1000 mètres carrés peuvent se construire collés les uns aux autres sans que cela ne gêne le maire de la ville. Que dire des incidents répétitifs dans les ministères? Sécurité des bâtiments publics quand il nous tient. Allez voir pour comprendre de quoi je parle. Savez-vous que dans les couloirs de certains ministères, puisque l'exemple vient d'en haut, les extincteurs ne sont pas dans les espaces requis? Comme au 7e étage du ministère, le 7e étage occupé par le ministère des Forêts et de la Faune, vous allez vous rendre compte que là-bas, il n'y a pas d'extincteur, c'est vide. Au 9e étage se trouve un panneau signalétique avec l'inscription « Porte coupe-feu ». Ne pas poser d'obstacle ici. Mais à cet endroit, c'est plutôt un seau de poubelle qui s'y trouve. Vous y êtes, lancez l'œil. À l'extérieur du bâtiment, il y a une seule douche d'eau susceptible d'être utilisée en cas d'accident. L'absence d'extincteur dans les couloirs de certains immeubles porte à nous interroger ce jour sur les prescriptions du décret numéro 737/PM du 23 avril 2008 fixant les règles de sécurité, d'hygiène et d'assainissement en matière de construction des bâtiments recevant le public au Cameroun. Savez-vous que pire, dans certains domiciles même, il n'y a pas l'extincteur. Or, en termes de risque d'incendie, il est conseillé pendant la construction d'en avoir au moins un pour prévenir des fuites ou une explosion d'une bouteille de gaz ou un incendie de quelque origine que ce soit. Selon l'article 11 du même décret du 23 avril 2008, le chef de l'exécutif communal peut, sur décision motivée, ordonner la fermeture provisoire des établissements recevant le public exploité dans les immeubles non conformes. Nous sommes dans une ville à quoi, où lorsque une maison
commence à prendre feu, on est sûr que c'est tout le quartier qui va prendre feu parce que les maisons sont collées les unes sur les autres. Les nouveaux quartiers font pareil. J'ai acheté 500 mètres, je construis sur 300 mètres, je vends les 200 autres mètres. Celui qui vient construire vient se coller sur mon mur. A-t-on le droit de continuer à vivre comme ça dans nos grandes agglomérations sans aucune prévention des différents risques liés? La question, on se la pose. La colère ce matin, signé Charles-Abel Batchouf, madame, messieurs. Et la réalité de cette construction ou de ces constructions, vous la connaissez dans les différentes villes du Cameroun, surtout dans les deux grandes villes, notamment Yaoundé et Douala. Et à vous demander, à vous poser la question de savoir si véritablement c'est respecté. On va tenter sur ce plateau ce matin de vider ensemble, je vais dire en 10 minutes ou en 12 minutes justement ce sujet. D'abord pour une première partie et on reviendra en deuxième partie pour effectivement bien le boucler avec vous. Allez, laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous vivez de ça? Comment vous l'appréciez? Comment vous vivez ces constructions anarchiques dans les grandes villes du Cameroun? Et Charles Hamel a d'ailleurs pris la peine de vous dire que dans certains immeubles aujourd'hui, il n'y a pas d'extincteur. Il allait jusqu'à nous parler du 7e immeuble, le 7e étage. Abritant le ministère de la Faune et de la Flore. Il n'y a pas d'extincteur là-bas. Non. Merci. C'est pas ça peut exister mais dans les bureaux, mais pas à l'endroit requis pour cela. N'est-ce pas? Bien. Très bien. Allez, on va dans un premier temps donner la parole à Mbombo Bengan qui doit nous dire exactement si on peut dire, on peut oser croire qu'en matière de respect de ces normes de construction au Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire satisfait par ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Commençons peut-être par Douala, que vous connaissez mieux. Non, toutes les villes, je les connais. Charles Hamel a parlé de prévention des incendies. Prévention. C'est-à-dire comment faire pour éviter les incendies. Il y a deux choses. Tout ne part pas de la construction? Mais si. Très bien. Tout part de ce qu'on appelle plan d'occupation du sol. Il a parlé de ça, mais en donnant des exemples, sans utiliser peut-être le même mot, mais c'est de ça qu'il a parlé. Plan d'occupation du sol. Lorsqu'on fait la carte, la deuxième chose qui se bande dans le lotissement, c'est quoi? C'est les voiries. Donc on doit faire les routes, on doit les accompagner des installations électriques et d'eau. C'est après qu'on demande aux populations de s'installer. Mais chez nous, c'est le contraire qui se fait. C'est pour répondre donc directement à votre question, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan. Donc tout ce qu'on fait, en fait, est la source même des incendies et des effondrements. Mais aujourd'hui, on parle des incendies. C'est dans cette constitution-là, quand on obéit à ce schéma, qu'on sait qu'on aura un marché ici. Là, ce sera un lieu d'habitation. Un autre, ce sera ci et ça. Mais ici, nous, on est ensemble avec les entreprises et tout. Je vous parlais dernièrement ici, comment on l'appelait, à Bonamoussadi, vers bloc M&N. Il y a quelqu'un qui a construit sa parfumerie là-bas. Et ça a déjà pris feu 2 fois. Donc, à Bonamoussadi, bloc M&N. Et il a tellement de gros bras des bras longs, au point où ça a même dépassé le maire à Banda, qui était là pour Gustave dire... Gustave Banda. Bon Bengan, vous nous permettez justement, vous restez avec nous sur le sujet justement la construction. D'accord, on a eu ce fait-là, mais est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a vu récemment le super-maire être sur le terrain pour repenser justement la question même de la construction dans la ville de Douala et sortir un document permis de construire tout ce qu'il faut savoir. Sa mission commence maintenant. Sa mission a été biaisée avant pour qu'on en soit nous en sommes aujourd'hui. Oui, ça a été biaisé avant. Lorsque vous entendez parler des zones élan, la mailleture avait bien aménagé cette zone pour une construction appropriée. Mais on a laissé la population l'occuper. Et justement, le nouveau maire vient maintenant, en fait, il va faire la deuxième chose qui devait être. Vous savez, est-ce qu'une institution comme le bâtiment qui a appelé l'Assemblée nationale doit prendre feu? Non, c'est ce que le maire veut faire, en fait, veut éviter. Cette construction anarchique qu'il a trouvée, comment éviter les incendies? D'abord, il n'y a plus de bouches d'incendie. Bon, il y en a 2 ou 3 qui existent. Est-ce qu'il y a encore l'eau? L'autre chose, c'est que même les sapeurs-pompiers ne devraient plus être là. Ou alors, même si c'est là, on devrait créer un autre détachement, là où il y a de l'eau. Que ce soit au niveau de Bagna ou au niveau de Youpé.
Ça aussi, l'État a failli. Maintenant, on dit souvent, on élève la ville. D'accord, élever la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations sont arrivées et le sol est presque occupé. Ça veut dire que vous qui êtes à quoi? Vous êtes peut-être propriétaire terrain ici. L'État doit vous dire, le maire de la ville va vous dire, le plan d'urbanisation que nous envisageons prévoit que. Mais comme vous n'avez pas le moyen, nous vous permettons de construire et on vous donne peut-être le premier niveau. Les autres niveaux appartiendront à l'État ou à la municipalité. Voilà comment ça se fait. Mais est-ce qu'on parviendra à le faire? Je n'en sais rien précisément. J'allais dire, le premier schéma a été biaisé, a été mal pensé. On va dire justement les premiers délégués de gouvernement qui ont été à la tête des différentes villes. Qui a créé des tout. Non, il y avait un plan. Ça a commencé là dans les années 96. On peut les citer, mais je ne vais pas citer les noms. Donc les premiers délégués du gouvernement ont pensé la ville. Très bien. Donnons la parole justement à Dominique Audrey sur la question. Dominique Audrey, est-ce que moi, vous avez eu la chance de rentrer dans des immeubles et d'en trouver à chaque fois des extincteurs là-bas pour pouvoir prévenir les incendies? Et quels sont vous aussi en tant que femme qui vit dans une maison, peut-être en étage je suppose, quelles sont les dispositions que vous prenez là-bas en matière d'incendie? Je fais ma bouteille de gaz quand je sors. Ouais. D'abord, je débranche les appareils au coucher parce que ce sont les principales causes d'incendie. Quoi d'autre? Honnêtement, dans ma maison, il n'y en a pas. Là où je vis, il n'y en a pas. Et jusqu'ici, je ne me souviens même pas avoir vu ça quelque part dans un ministère. Bon, peut-être comme j'ai certainement pas prêté attention, mais c'est très rare. Vous savez que si on suit les normes qui prescrivent qu'on doit en avoir tous les 200 mètres, c'est que c'est visible. Donc si je ne m'en souviens pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Moi, je me suis concentrée au niveau des écoles, des prisons et des hôpitaux pour voir comment est-ce qu'ils gèrent ça là-bas. On se souvient qu'en septembre 2015, par exemple, il y a eu un incendie à la prison centrale de Yaoundé où on n'a pas pu rapidement contenir les flammes. Et tout récemment ici à Nouvelle, voilà, récemment ici, où il a fallu que les sapeurs-pompiers arrivent et pour qu'on puisse pouvoir venir à bout. La prison de Neubel peut-être? Oui. Ah d'accord. Oui. Okay. En 2015, c'était à Yaoundé. Ah d'accord, oui. Et récemment, ici en 2020, c'était à Douala. Évidemment. Le problème, il y a d'abord la vétusté des bâtiments. Il y a le manque je ne sais pas comment je vais appeler ça. Il y a des normes en matière de prévention de sécurité qu'on ne retrouve pas dans nos prisons, notamment la hiérarchie au niveau de la construction des différents bâtiments. Il y a également le matériel qui n'est pas disponible, notamment des inspecteurs automatiques, des détecteurs de fumée également. C'est vrai qu'il y a quelques années déjà, le gouvernement camerounais avait annoncé la subrogation ou bien la jonction de plusieurs bâtiments, de plusieurs autres prisons pour décongestionner. Et par là, on aurait pu venir à bout d'un certain nombre d'incidents, notamment des incendies. Mais on ne peut pas parler de nouvelles prisons si on ne met pas d'abord de l'argent dans celles qui sont existantes. Notamment, il faut reconstruire, avoir des bonnes distributions d'électricité à l'intérieur avec des courts-circuits qui causent généralement des incendies, éviter que les prisonniers ne fassent la cuisine dans leur chambre parce que la plupart du temps, il y a ça qui vient comme cause d'incendie et avoir de l'eau. Si on va dans les écoles, au niveau de Garoua, au niveau de l'école publique du plateau, on a eu un incendie là-bas qui a brûlé la toiture et les bancs qui étaient à l'intérieur. Malheureusement, puisqu'on n'a pas de système de détection de fumée dans nos écoles et pas d'eau disponible là directement, il a fallu que des personnes viennent d'ailleurs, que ça prenne le temps et les flammes se sont propagées. Donc que ce soit dans les écoles, dans les prisons et même parfois dans les hôpitaux, il va falloir qu'on revoie les normes en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les incendies, pour venir à bout d'un certain nombre de choses. Donc, dans nos écoles, on doit avoir des instincteurs tous les 200 mètres, comme dans les hôpitaux et dans les prisons. On doit avoir de l'eau, des robinets prêts à donner de l'eau, et on doit avoir des instincteurs automatiques, des détecteurs de fumée également. Merci Dominique Audrey. Karine Sontia, au-delà de des soucis d'incendie en zone urbaine, est-ce qu'on ne peut pas croire à un moment donné que l'agence même distributrice, l'entreprise qui distribue l'énergie électrique au Cameroun peut être caution
à cela, est-ce que cette entreprise fait son travail? Parce que en faisant des installations, on peut se rassurer aussi si vous avez des instincteurs, pour ne parler que d'instincteurs dans votre immeuble, comment vous prendrez des précautions? Est-ce qu'Eneo n'a pas quelque chose à y voir avec ça? Je pose la question bêtement comme ça. Je pense que toutes les responsabilités sont comprises, même celle d'Eneo qui, parfois, à travers les coupures intempestives d'électricité et les retours d'électricité, parfois avec une très grande pression, peuvent causer des incendies. Sauf que les normes de construction dans nos villes ne sont pas toujours respectées. C'est la raison pour laquelle vous verrez que juste collé à un snack bar ou à une boîte de nuit, il y a une maison d'habitation dans laquelle les gens dorment. Et dites-vous bien que si jamais dans cette boîte de nuit, un congélateur ou un réfrigérateur connaît une masse et que se déclenche un incendie dans cette boîte de nuit-là, la maison d'à côté prendra feu aussi. C'est parce qu'on ne respecte pas les écarts qui sont souvent mis entre les constructions, c'est-à-dire 5 mètres généralement entre les maisons. Vous voyez aussi que même dans les quartiers, on a perdu la culture de la porte de derrière. Dans les quartiers, parce que les terrains sont tellement tous usités, les gens construisent à la limite même de leur terrain, ce qui fait que il est impossible de mettre une porte de derrière, quand bien même votre porte principale donne face à la porte du voisin. Donc c'est difficile pour les sapeurs de venir et éteindre. Même aussi dans ces espaces-là, vous savez qu'il y a une boulangerie qui a été incendiée récemment en avril au niveau notamment de Lok-Baba, si je ne me trompe pas. Et là-bas, à côté, il y avait une école, une salle de classe qui a aussi pris feu. Dites-vous bien que s'il y avait des élèves dans cette salle de classe, si ces derniers n'étaient pas sauvés à temps, ils seraient tous consumés par les flammes. Justement, Karine Santia, vous gardez la parole, on marque une pause et on se retrouve. On va vider ensemble ce sujet avec vous. Merci, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Bon retour à vous, madame, monsieur. C'est 10-12, le Zénith qui se poursuit. Deuxième partie. Dans un moment, nous prendrons bien sûr vos messages, vos propositions à travers les sujets qui sont développés depuis l'entame de cette édition de ce 9 juin 2020. Et vous le savez bien sûr, dans un contexte marqué par la modernisation, Charlamel Batchou, dans une colère ce matin, est revenu effectivement sur les incendies en zone urbaine. Et vous êtes sans ignorer effectivement qu'il y a ce qu'on appelle le système de gestion des autorisations administratives de construction. Il s'est posé la question de savoir exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Allez, et vous savez également que pour bâtir et pour construire une maison aujourd'hui dans la ville de Douala, il faut non seulement avoir des actes d'urbanisation ou d'urbanisme délivrés, effectivement, entre autres, un certificat d'urbanisme, le permis de construire, le permis d'implanter, l'autorisation de lotir, le permis de démolir et surtout le certificat de conformité. Karine Santia, tout à l'heure, vous tentiez justement de nous faire savoir qu'il y a des irrégularités, des éléments manquants et Eneo n'est pas forcément pour quelque chose parce que, dites-vous, les responsabilités sont partagées. Oui, les responsabilités sont partagées. Dites-vous bien que de même qu'un incendie peut déclencher à partir d'un courant électrique, il peut aussi déclencher si jamais vous laissez votre gaz ouvert. Et si vous êtes dans des mini-cités, par exemple, c'est toute la mini-cité qui risque en payer les frais. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple, par exemple, de cette boulangerie qui avait été incendiée à Lok-Baba, mais il y a aussi cet incendie qui a eu lieu à Bessengue en 2018, qui a ôté la vie à 2 personnes. Donc, c'est notamment les normes de construction en zone urbaine respectent certains nombres de critères tels que vous l'avez cité. Mais sauf que les citoyens aujourd'hui ont perdu cet usage-là. Vous voyez que même dans les quartiers, c'est à peine si vous arrivez à voir la petite cour de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement utiliser l'ensemble de son terrain qu'on oublie que ne serait-ce que pour sa proximité, on a besoin de laisser un peu d'espace. C'est de ça qu'il est question. La ville a besoin aussi d'air. Rendez-vous compte que dans plusieurs entreprises aujourd'hui, il n'y a pas d'extincteur. Et pourtant, les immeubles sont parfois construits de manière vraiment
irresponsable, c'est-à-dire que les immeubles sont collés, entre deux immeubles, une personne ne peut pas passer, et pourtant s'il y a un incendie, il faudra bien limiter les dégâts en arrêtant l'incendie. Mais comment est-ce qu'on passe? Vous avez vu le cas de ces multiples immeubles-là, Dominique Audrey a pris notamment le cas aussi de la prison centrale de New-Bay, mais dans les quartiers c'est possible. Il y a des mini-cités qui ont pris feu parfois à Makepe-Missoré comme ça, où une personne était chez elle et puis le gaz était ouvert et ça a pris toute la maison, toutes les maisons environnantes. Et il y a aussi des gens qui construisent encore avec du matériel provisoire qui n'est pas forcément illimité lorsque l'incendie veut prendre votre domicile. Et à chaque fois, c'est toujours des vies qui peuvent en pâtir ou encore des biens qui peuvent être détruits. Sauf que jusque-là aussi, au niveau du cadastre, on n'a pas encore fait grand-chose. Il faut quand même une vaste campagne de sensibilisation pour amener les citoyens à savoir ce qu'il faut. Tel que vous l'avez cité aujourd'hui, combien de personnes respectent cela avant de construire une maison? C'est bien dommage. Combien de personnes? Tout le monde a envie d'avoir une maison au point où on se fout pas mal des conditions de construction. Raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, même dans la ville de Douala, quelqu'un fait une construction, 2 ans après, la construction commence à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris n'a pas pris la peine d'étudier le terrain sur lequel il veut installer sa maison, et il finit par perdre sa maison. Donc il faut vraiment que les uns et les autres soient sensibilisés sur les conditions de construction en zone urbaine. Charles Amel Mbachou, aujourd'hui, il faut en sortir. Il faut peut-être sensibiliser suffisamment les Camerounais en leur disant attention, avant de construire, pensez toujours qu'il peut y avoir un incendie chez vous, prenez des précautions. Mais qui doit prendre la précaution en dehors du citoyen qui veut bâtir son domicile ou sa maison ou son immeuble? Monsieur Michel Ngachou, je pense que il faudra à un moment donné faire comme Timi Evuna Yaoundé, casser. Vous parlez de Douala? Je dis qu'il faudrait à un moment donné arriver à ceci comme Timi Evuna, casser. D'accord. Vous vous rappelez du quartier Tabac? On a dû détruire tout le quartier Tabac, oui, pour pouvoir réaménager. Ça fait mal, mais je peux vous rassurer. Si vous avez connu Kouloulou à une certaine époque, monsieur Michel Ngachou, je vous assure que vous n'envierez pas certains quartiers. Kouloulou, comme vous voyez, a été retracé. On a cassé beaucoup de maisons. On a fait passer des axes pour aérer les quartiers. C'est une nécessité. Si on se retrouve dans un quartier comme Kolmitak, comment doit y avoir un incendie? Vous savez combien de maisons vont brûler? Je crois que c'est des questions auxquelles il faudrait que le maire de la ville se penche. Si je prends comme Bepanda, si une seule maison déclenche, monsieur Double Balle. C'est sans caleçon? Oui, c'est des quartiers. Si une seule maison déclenche, c'est toutes les maisons qui vont prendre feu. Des juxtapositions de tôle, des juxtapositions de bois. Mais on a quand même un maire de la ville dont le rôle est de se rassurer que les populations sont en sécurité. Vous savez que s'il y a une maison, un incendie dans un domicile à Bonapriso, c'est moins grave. On va rapidement contenir parce qu'il y a la distance de sécurité. À Bonamoussa dit, à Denver, oui, une partie de Denver. À Lokpom, c'est facile parce que là-bas on a tenu. Mais à l'Andokpassi, à la Sokato, le quartier Sokato, quartier Bamenda, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de respect. Prenez les bois de nuit. Prenez les snack bars. Vous entrez dans un snack bar. Si l'explosion a lieu à la porte, au niveau de la porte principale, vous êtes mort, brûlé. Rappelez-vous de ce snack qui avait pris feu et qui avait tué des personnes à l'intérieur. Parce que l'incendie s'était déclaré à l'entrée, le bar était en l'intérieur, il y a eu explosion. Les gens sont retrouvés à la fin et c'était un conteneur. La porte, l'issue de secours. Combien de structures ici ont l'issue de secours? En termes de prévention incendie, combien? Combien d'immeubles ne respectent pas la norme IGH? Non, mais c'est grave. Donc, il faut dire que nous avons un travail sérieux. Donc, vous interpellez le super-maire ou les super-maires des villes? Mais on parle des prévention en zone urbaine. Vous êtes parti à Mabanda? Mais c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de dire, ça ne va pas en cas de prévention. Prenez même ici à quoi? Ne regardez pas les immeubles qui sont en route derrière. Imaginez-vous un incendie. Il faut que le super-maire prenne ses responsabilités
dans la construction, même les agents de Néo dont vous parlez tout à l'heure, ils sont responsables. Lorsqu'on vient chez vous et que vous avez demandé un compteur force, il faudrait qu'on inspecte le fil qui partira du compteur pour l'intérieur. Est-ce que les gaines sont adaptées? Est-ce que c'est les câbles? Je ne connais pas. Est-ce que c'est 1,5? Est-ce que c'est les 2,5 parce que je suis les chiffres? Est-ce que les prises? Il faut regarder. Vous savez que beaucoup de gens sont morts, Monsieur Michel Ngachou, avec les différentes inondations. Je vous prends le cas de Tradex, de Tradex Mamakepe, parce que par Koufita, c'est pas la publicité, où une fille avait été tuée, c'était un fait d'actualité, parce que les prises, on avait mis les prises à ras. Il y a eu une inondation, elle est électrocutée, elle était seule à la maison. Elle s'est faite électrocuter. Donc c'est pour dire qu'en termes de prévention, les choses changent. À chaque zone, une construction particulière. Je voudrais simplement préciser, heureusement, peut-être on va saluer le partenaire Eneo en passant pour dire que Eneo, pour sa part aujourd'hui, a peut-être compris les nombreux appels des Camerounais, a compris le cri des Camerounais en mettant justement une foire qu'on peut retrouver bien sûr sur son site aujourd'hui. Et parlons de cette foire-là, Charles a même battu. Monsieur Michel. Permettez. Parlons justement de cette foire aujourd'hui. Vous pouvez retrouver non seulement des éléments en termes de contrôle et normalisation, vous pouvez retrouver également des éléments liés à la sécurisation et les installations là-dessus. Et on va voir dans quelle mesure on peut mieux comprendre. Et ça passe peut-être comme ça. Donc, c'est peut-être difficile, mais les interpellations, quand vous parlez en même temps de responsabilité, il va falloir que, y compris la maire, la mairie de la ville, y compris Eneo, y compris toutes les entreprises qui devraient y travailler, que tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse sortir effectivement cela, de ces problèmes. Prendre le dernier incendie. Si la prison était équipée d'extincteurs, je vous assure qu'on aurait contenu les flammes. Les prisonniers eux-mêmes. On aurait contenu les flammes. Est-ce que le maire ne savait pas que là-bas, il n'y a pas d'extincteurs? Est-ce que l'administration pénitentiaire n'a pas justement fait un bilan, n'a pas revu pour dire ici, s'il y a incendie, on n'a pas d'extincteur ici? Non, mais l'administration pénitentiaire est au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Sûrement qu'il y a ce dossier là-bas. Très bien. Allez, dans un instant, madame, monsieur, nous allons prendre vos messages et nous vous lirons avec Karine Santia qui va les rassembler pour nous, ici et maintenant. La colère de ce matin, je pense qu'avant même de pointer le doigt sur les constructions anarchiques dans nos villes et le manque de matériel de lutte contre les incendies dans les bâtiments, il faut également regarder qu'est-ce qui a été fait pour éviter ces incendies. Eneo a une part de responsabilité dans ces incendies. Les coupures intempestives sont devenues le fer de lance de cette société. Moi, j'ai même été témoin d'une surcharge électrique qui a causé un incendie à Brazzaville et c'était après une coupure. La lumière, en revenant, a amené le diable avec lui. C'est Angelo Gallardo qui nous a écrit ce message ce matin. Alors, on se retrouve dans ce genre de choses par le biais de nos parents. Vous connaissez bien, le milieu universitaire est très mauvais. Imaginez un enfant complexé et qui vient tant bien que mal à chercher à le récupérer et le remettre en famille. Marvel efficace. Alors, et bien sûr, le Cameroun est bien sûr du papier. Rien n'est respecté lorsqu'on voit nos marchés, nos immeubles. On comprend bien la colère de Charles Hamel. Pas d'extincteurs dans certains bâtiments et les branchements anarchiques, ni les détecteurs de fumée, pour ne citer que ceux-là. Faisons bonne foi pour sauver nos cités de l'incendie. Saïd Diam. Alors, un autre message ce matin. Les normes de construction sont bafouées dans la plupart de nos villes. Je ne parle pas des empiètements sur les voies publiques de certaines constructions. On voit même des poteaux d'électrification publique dans les barrières des particuliers. Pour ce qui est de la prévention des incendies dans les établissements recevant du public et autres immeubles grande hauteur, il ne s'agit pas, pour ce qui concerne les extincteurs, que ceux-ci existent. Ils doivent faire l'objet de vérifications réglementaires 2 fois par
C'est prévu. pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Apprécier les extincteurs qui existent dans nos établissements, soit ils ne sont jamais vérifiés, soit ils sont implantés à une hauteur non réglementaire, soit enfin la distance maximale de 15 mètres entre les extincteurs n'est pas respectée. Charles veut rebondir à Oui, ce je commentaire. dis ici, on se place au carrefour ici. Il y a une entreprise pas très loin. Les extincteurs qui sont là sont périmés. Ah bon? Oui, les extincteurs sont périmés. Et si c'est périmé en 2018, mais c'est toujours accroché. Lorsque vous arrivez, vous avez la latitude de lire et de signaler que m'attendez. On dit, on n'a jamais ouvert. On n'a jamais ouvert. Laissez ça. Donc le jour qu'il y aura incendie, on va ouvrir. Pourtant, ça se périme. Il devait avoir des vérifications, et c'est vrai, pour les immeubles de grande hauteur et les IGH, il devrait avoir des vérifications. On arrive, on débarque dans un immeuble. Bonjour monsieur, oui, inspection. On regarde, il n'y a pas en cas d'incendie, il faudrait que les bouches où les gens pouvaient en évacuation, ça se passe comment? On ne retrouve pas. On vous ferme. On vous ferme, monsieur Michel. On ferme au Cameroun, Charles, vous croyez qu'on ferme au Cameroun véritablement? Je vous laisse. Voilà la République donc on entend. Voilà la République. Ah, Mais oui, Non, voilà la République en constitution. Non, quand je pose la question, c'est pour vous dire, vous croyez vraiment qu'on le fera au Cameroun aisément? Qu'on vous laissera partir comme ça? commence quand même, monsieur Michel Ngachou, qu'on commence quand même. Vous savez, quand on parle du principe de prévention en zone urbaine, vous voulez qu'on soulève la question des stations-service qui désormais sont les voisines aux différents domiciles. Vous avez les stations-service qui sont voisines au domicile dans le quartier. Dans tous les quartiers. Est-ce que les populations qui sont les populations riveraines de ces stations ont chacune même à la maison ne serait-ce qu'un inspecteur? C'est des questions. C'est des très bonnes questions, Charles Amel. Karine Santia, message. Oui, on va continuer avec les messages des téléspectateurs, toujours sur la page 10-12. Le Zédith ce matin, j'ai suivi. Alors, un autre message, un instant. Voilà, un instant, hein, parce qu'il y a trop de pages. Le temps que je sélectionne la deuxième page. Oui, vous les retrouverez certainement avec nos amis, nos téléspectateurs qui sont sur les pages 10-12 de Zénith et directement sur la page Equinox TV pour ceux qui vont s'y abonner. Merci pour l'amitié, merci de la fidélité. Alors, un autre message ce matin, d'un téléspectateur. L'électricité au Cameroun, les bâtiments en construction s'effondrent. Si on t'explique le pays, accepte seulement. Un autre message. Quand l'enfant n'est pas encore accro à cela, c'est très facile de lui faire arrêter. Mais là, c'est très difficile. Là, c'est par rapport à l'histoire du jour. Moi, j'accuse les parents. Je ne suis pas mariée, j'ai une fille. Je ne lui permets pas de manquer de respect à quiconque. Quand moi, je ne manque pas de respect. Ça, c'est une autre. Alors, un autre message. On va peut-être marquer une pause, Karine. On va peut-être marquer une pause rapidement. On va passer rapidement à la revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, merci pour vous. Merci à vous. Chaque jour, il y a des sujets comme ça qui gravitent autour de nous et qui sont relayés sur les réseaux sociaux. Vous commentez, vous en parlez, vous ne vous arrêtez pas. Karine a sélectionné quelques-uns pour nous ce matin. Karine Santia. Alors, la revue des réseaux sociaux, le premier sujet concerne notamment ces vidéos de Christophe Guilou en rencontre avec le président de la République, Paul Biya, qui commence à faire trop sur la toile. Les internautes demandent à savoir si c'est finalement l'ambassadeur de la France au Cameroun qui est devenu le porte-parole du président Paul Biya ou du gouvernement tout entier. Parce que souvenez-vous que le 16 avril dernier, c'est encore suite à sa rencontre qu'on a su que le président de la République était en vie alors que les rumeurs le donnaient pour mort. Alors dites-vous que c'est encore suite à cette rencontre que les Camerounais savent que le président de la République a donné l'ordre de mettre sur pied une enquête par rapport au décès du journaliste Samuel Ouazizi. Alors finalement sur la toile on s'interroge, est-ce que c'est lui définitivement le nouveau porte-parole du président de la République? On se demande bien. On se demande bien, Charles Amel, vous aussi vous avez regardé ça, vous vous posez la même question après la sortie, à la sortie de la rencontre du chef d'État et l'ambassadeur français Christophe Guilou au Cameroun. Le Cameroun appartient à la France ou le Cameroun appartient aux Camerounais? Alors, monsieur Michel Ngachou, au vu de tout ce qui est en train de se dire,
au vu de toutes les questions que les Camerounais se posent, au vu de tous les tripatouillages, excusez-moi, je prends tous les bords, hein, nous sommes dans la revue des réseaux sociaux, c'est pas moi Charles Armel qui le dit, au vu de tous ces tripatouillages, ces deepfakes dont on dit, non c'est le chef de l'État, non ce n'est pas lui, on l'a vu à Yaoundé, sauf à Tinga, mais on l'a pu le voir ailleurs, sauf, vous voyez, ça m'a amené à fouiller, et au vu de tous ces multiples allers et retours qu'il y a entre le palais de l'unité et l'ambassadeur, à aller fouiller le pacte colonial, notamment la résolution du 10 novembre 1961 qui stipule, permettez-moi de lire, l'assistance militaire, chaque fois que le président camerounais sera débordé par une agression externe ou une rébellion interne, il pourra faire appel à l'aide militaire de la France. Premier point. Deuxième point, s'il n'est plus dans la capacité de le faire par un quelconque moyen de communication, l'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. 10 novembre 1961. C'est ce qu'on vit en 2000. Je ne sais pas, je vous ai dit que dans le cumul, les interrogations, je suis allé fouiller le pacte colonial et cela m'est ressorti. L'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire en lieu et place de l'autorité camerounaise. Donc c'est dit aux Camerounais que le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais, le Cameroun appartient aux Français. Il n'est pas dirigé C'est par ce qu'on va comprendre. Mieux, mais au vu de cela, je me suis interrogé et j'ai bien envie de me poser la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le temps ce soit l'ambassadeur de France qui rentre et qui reçoit avec les nouvelles, qui rentre et qui reçoit avec les nouvelles face à des situations précises qui interpellent parfois certains acteurs même du gouvernement de la République. Alors à ça, je suis encore en train de balancer. Était-ce la résolution du 10 novembre 1961 qui est en train de s'appliquer? Était-ce les différentes notions qu'on voit sur la toile? Je vous répondrai certainement. Mais pour le moment encore, je suis au laboratoire, comme on dit, j'analyse encore M. Michel Ngagne. Bon, Bengal, est-ce que vous analysez aussi? Non. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces rencontres permanentes entre Christophe Guilou et Paul Biya? La préparation de l'alternance. C'est assez compliqué. La préparation de l'alternance au sommet de l'État qui ne doit pas être émaillée des remous. Ou alors, s'il y a des remous, qu'on puisse les maîtriser. C'est pas compliqué. Vous croyez que le thème gré à gré qui est de plus en plus évoqué aujourd'hui ne serait pas en train d'être confirmé à travers ces rencontres permanentes? Peut-être que l'expression est nouvelle dans le vocabulaire camerounais. Gré à gré? Oui, gré à gré. Mais ça a toujours été gré à gré. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que peut-être votre génération ne connaît pas ces termes-là, mais ma génération et nos aînés, ils savent bien ce que veut dire l'axe nord-sud. Justement, l'axe nord-sud, dans les principes de dévotion de pouvoir de chez nous, voudrait dire effectivement qu'il y a eu des gré à gré. Il y a eu des gré à gré. Et à un moment donné, il y a des gré à gré, c'est parti d'où, bon, il faut qu'on comprenne quand même. C'est parti du fait que nous ne sommes pas souverains, que c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit à notre place, et c'est ce que Charles Hamel évoquait tout à l'heure dans le pacte colonial. Oui, ça veut dire la chose simple. Le 26 décembre 1959, De Gaulle dit à Idio, je vous donne l'indépendance avec les accords de coopération. Vous ne voulez pas ces accords de coopération, il n'y aura pas d'indépendance. C'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc on va à l'indépendance, là c'est le Cameroun oriental, on va à l'indépendance avec les accords de coopération qu'on a renouvelés donc après juillet 61, donc après la conférence de Fumban, après également la constitution du 1er septembre 61 qui actait le fédéralisme. Donc il fallait maintenant, ce Cameroun réunifié, renouveler ses accords de coopération. Et c'est ce que François Fillon est venu encore réaffirmer le 20 mai 2009. Donc nous sommes là. C'est un peu pour qu'on recadre les choses. C'est ce que, Jacques, si vous lisez le livre de l'ami de Gbagbo,
comment on appelle, Guy Laberty, il a écrit un livre, Adieu, Abidjan-sur-Seine. C'est ce qu'il voulait dire. Si on peut transférer ce titre pour le Cameroun. Donc Yaoundé est sur Seine. Yaoundé n'est pas au bord du Fundi. C'est un peu ça. Donc Gbagbo disait, mes décisions se prennent au bord de la lagune Ébrié, ce n'est pas au bord de la Seine. Donc ici, au lieu que les décisions se prennent au bord du Fundi, ça se prend au bord de la Seine. Et c'est aux Camerounais d'abord doivent le savoir que c'est comme ça. Donc gré à gré, je comprends. Ça a toujours été ainsi. Très bien. Je peux même vous donner les 5 qui devaient remplacer Aïdio. Il y avait Paul Biya, il y avait Aïssi Vodo, il y avait Samuel Eboa, il y avait Ndam Dioya, il y avait Yondo Marcel. Donc c'était connu pour les gars de notre génération. Et c'est par justement, de degré à gré, qu'on a posté, que le choix a été porté sur Paul Biya et tout. Donc c'était clair comme ça. On va dans un instant donner la parole à Dominique Audrey, mais elle va réagir beaucoup plus sur le deuxième sujet que Karine Sontia va devoir nous livrer maintenant. Les étudiants de l'université de Marois, hier matin, filmés en train de s'apprêter à laver les mains, sauf que c'est une file d'attente qui est observée dans les images qui nous sont parvenues sur la toile. Les images, là, c'est à l'entrée de l'amphi 700 du lycée classique et moderne de Marois que ces étudiants-là se mettent en rang pour laver les mains, zéro distanciation sociale. Observez. Zéro distanciation sociale. Dominique Audrey, dis-nous, lorsqu'on vit ça comme ça, est-ce qu'on se croirait pas être beaucoup plus propagateur du Covid-19 que, je veux dire, que combattant? Vraiment. Même ceux qui s'alignent là, c'est... Non, s'il y a Covid, il y a le Covid, il se transmet d'abord. Ils sont collés comme ça. Voilà, ils sont collés. Vous lavez les mains alors ils se collent et se lavent les mains. Ça veut dire que les seaux ne sont pas arrivés là-bas, les seaux maçons ne sont pas arrivés là-bas. On n'a pas multiplié les seaux là-bas. Bon, vous posez la question. On on peut également se demander si l'institution universitaire n'a pas mis en place. Peut-être c'est l'unique borne, disons borne, seau avec de l'eau. C'est grave ça. Peut-être c'est le pic qu'on nous a annoncé récemment, parce que je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Et maintenant, même ceux qui se placent là-bas, autant, il faudra que chacun prenne conscience de ce que la maladie est présente. Oui, vous voulez laver vos mains, mais à quel prix? Vous vous collez à quelqu'un comme ça sans savoir si la personne est malade? C'est assez compliqué quand même. Hein. Allez, on va dire que c'est également compliqué, Charles Hamel. Les contaminations à ce niveau peuvent vraiment se faire de façon communautaire. Comme vous avez le plus grand de tous les traitements, le cache-nez. Ouais. Mettez vos cache-nez, portez-le et soyez tranquille. Et non, pas. Non, quand vous voyez, parce que ça c'est devenu la panacée, portez vos cache-nez et vous serez tranquille, même si quelqu'un éternue à côté la de vous. recherche scientifique, on fait les cache-nez en je suis en train de vous le dire pour que vous compreniez que on a atteint un degré où une idiotie maximale continue à nous animer. Le noir est fort. Le corps du noir résiste. Mais vous suivez ça ces jours-ci, que le directeur même je crois, de l'ensemble du cours, du centre d'opération et tout, est allé jusqu'à dire, oui, nous avons atteint là-bas, des millions, on devait atteindre le pic, mais on n'a pas atteint les catombes escomptées. Ça, c'est quelle façon de s'exprimer? Attendez, quelle est l'unité avec laquelle on compte les morts, qu'on enterre? Quelle est l'unité? Et si on le comptabilise, il y a des gens qui tombent, on apporte. Déjà même qu'il y a des confusions à ce niveau. On vous dit 8000, mais 4500, 4000 sont guéris. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais sur le terrain, c'est des réalités que nous vivons dans la famille. Moi, je ne peux pas vous raconter combien moi j'en compte seulement dans ma propre famille. Et ce que je maîtrise, monsieur Michel. Bon, c'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas ça qui est la vérité, mais il faudrait au moins, au maximum à l'université, qu'on dise Marois, l'entrée de Marois à l'université, c'est plusieurs axes. On aurait pu prendre 100 seaux, 200 seaux qu'on aurait placés à divers lieux pour permettre aux gens très rapidement de venir. Mais regardez ça. Quand vous voyez ça, là, c'est plus de 400 étudiants. Voire plus quand même, Charles Hamel. C'est plus de 400 étudiants. Regardez comment ils sont.
Et là, si on décide cette fois-ci de faire un test de personnes touchées par le Covid-19 là-bas, ça peut être plus compliqué. À des moments, on appelle, à des moments, M. Michel Ngachou, on se demande même si on a vraiment des professeurs agrégés qui sont sortis de l'école. Oui, à des moments, on se demande même si on a des intellectuels au Cameroun. Avec ce genre de réaction, vous voulez dire que l'université de Maroua a, excusez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, des ploucs, des personnes qui ne peuvent pas être à mesure de dire attention, l'enseignant qui va faire cours dans cet amphi, il y aura des étudiants là, qui seront partis de là, qui seront contaminés, qui viendront tousser. On vient d'enterrer M. Sama, l'ancien bâtonnier. On a dit du Covid. On ne fait que citer des noms chaque jour de personnes qui tombent. Mais ces recteurs, ces professeurs d'université, ces chargeurs de cours qui ont tablé sur la rentrée, mais ils devaient penser à tout cela. Merci à vous, Charles Hamel. Tout à l'heure, madame, monsieur, on lira encore vos messages. Et puis, on va poursuivre l'émission avec les différents sujets qui ont été retenus dans le cadre de cette édition de 10-12 le Zénith. Mais tout de suite, allons retrouver au plateau B notre frère Consti Lamine qui nous y attend ce matin. Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Alors, bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors, c'est un plaisir d'être encore là ce matin pour parler des magasins Sorepco. Oui, c'est déjà votre partenaire que vous connaissez déjà. Les magasins Sorepco qui sont toujours en pleine promotion et qui ont des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires, d'où le slogan Sorepco, toujours les meilleurs prix. Et parlant bien sûr des prix, je rappelle que la promotion sur les matelas orthopédiques est encore en cours. Il reste quelques matelas orthopédiques. Oui, pour nos amis retardataires, pour ceux qui n'ont pas eu peut-être la possibilité de les acheter le mois passé, alors je rappelle qu'il y a encore quelques matelas disponibles dans les magasins Sorepco pour ceux qui ont besoin de très très bien dormir, pour ceux qui ont besoin de faire de beaux rêves, pour ceux qui ont besoin bien sûr de se sentir à l'aise pendant leur sommeil. Je vous invite dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé pour avoir un matelas orthopédique à des prix vraiment dérisoires. Il n'y a pas que les matelas qui sont en pleine promotion dans les magasins Sorepco, il y a également les carreaux 60 par 60, il y a bien entendu les congélateurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, plusieurs articles sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Mais pour ce qui est de ce mois de juin, on a lancé cette promotion depuis la semaine dernière, on la poursuit encore cette semaine et cela jusqu'à la fin du mois de juin. C'est bel et bien la promotion sur les salons en cuir. Oh là 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 là. Regardez mon attention, les salons en cuir. Oui, pas n'importe quel salon. Les salons en cuir de très bonne qualité, un cuir d'origine, un cuir européen et bien sûr un design présidentiel. Regardez bien sûr comment ça se présente. Qui n'aimerait pas voir ce salon à la maison? Je pense que tout le monde aimerait l'avoir. Alors à combien? À 760 000 francs, on a un salon en cuir au lieu de 2 millions de francs, au lieu de 3 millions de francs, au lieu de 1 500 000, on a un salon en cuir 6 places. Je n'ai pas dit 2 places, je n'ai pas dit 4 places, j'ai bien dit un salon en cuir d'origine, un salon en cuir avec garantie, un salon en cuir neuf dans son emballage, vous l'avez à 760 000 francs dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Oui, dans les magasins de Douala et de Yaoundé, vous avez ce salon en cuir à 760 000 francs. Et ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui vont acheter un salon en cuir, vous recevez en bonus un téléviseur écran plat 32 pouces. Oh là 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 là. Qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait cru? Un salon en cuir de qualité, un salon en cuir 6 places, un salon en cuir neuf avec garantie. Vous l'avez à 760 000 francs dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Et dès que vous achetez ce salon en cuir, vous recevez en bonus un téléviseur 32 pouces. Alors, revenons bien sûr à l'instant aux modalités bien sûr de paiement. Ceux des téléspectateurs qui n'ont pas la totalité de cet argent, je vous invite de vous rapprocher des chefs d'agence des magasins de Sorepco et de Douala, de Sorepco de Yaoundé et Douala, pour avoir des modalités de paiement. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala et de Yaoundé, il suffira tout simplement d'appeler le service commercial de Sorepco et de passer votre commande. Restez dans votre ville. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Bertois, vous êtes à Kribi, vous êtes en Gueule-Mondouka, vous êtes du côté de Yabassi. Restez chez vous. Passez votre commande
et vous allez recevoir votre salon à domicile parce que Sorepco est également doté d'une équipe de livraison qui assure la livraison dans tout le Cameroun. Alors j'attire l'attention de tous les téléspectateurs, ceux-là qui ont besoin d'embellir leur maison, ceux-là qui ont besoin d'embellir leur bureau. Alors rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez ce salon en cuir à 760 000 francs. Je rappelle que le stock il est très limité. La promotion va jusqu'à la fin du mois de juin. Donc motote nye sengalemba tatan. Et n'est pas ça bomono. Et n'est pas ça makepe. Et n'est pas ça Yaoundé. Sorepco bebo la mangolo malambo. Wale salon en cuir nya boan. Wa jande ka président. Wa jande ka ministre. Wa jande banjana motote. Angambele ni salon en cuir. Nyena Sorepco bino jandi se tete na ponda. Donc any man avec eux. Nono ba yege any kana salon en cuir. Una just go just no. For Sorepco and commander that fine salon en cuir. Oh là là. Quand tu t'assois là-bas, tu te sens à l'aise. C'est reposant, c'est doux, c'est stylé, c'est nyanga. Ce salon en cuir de Sorepco à 760 000 francs. Acheter un salon en cuir, c'est bien. Mais acheter un salon en cuir dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux parce que de ce côté-là, vous l'avez à 760 000 francs. Et quand vous achetez un salon en cuir, on vous donne gratuitement un téléviseur 32 pouces. Offre valable dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Mais nos amis qui sont hors de ces deux villes peuvent également bénéficier d'un salon en cuir à 760 000 francs. Merci et surtout, rendez-vous dans les magasins Sorepco, toujours les meilleurs prix. Merci Consti Lamine, merci pour ce moment de vente sur nos antennes. Et avec 10-12 Lozeni qui se poursuit, madame, messieurs. Merci à vous également. Dans un instant, nous allons poursuivre avec vous en lisant certainement des messages que vous nous laissez. Karine Santia va s'y remettre à nouveau. Karine, c'est avec vous. Un pays, notre message, que le régime démissionne collégialement. Ils rendront un grand service aux Camerounais et au monde entier. Alors, dans ce pays, alors, c'est vraiment, là, c'est un mélange d'égoïsme. Ça, c'est par rapport notamment à la colère de Charles Lamel. C'est un mélange d'égoïsme, d'avarice et limitation de moyens. Personne ne veut céder quoi que ce soit au profit de l'autre qui va se sacrifier. Lui-même, on construit, coller et on vit coller. Ghislaine Tomene Tiao. Alors, un autre message ce matin, notamment concernant l'histoire du jour. Non, ça c'est la colère. En général, quand il y a un incendie, on éteint avec les seaux d'eau. Malheur à toi si ton voisin n'a pas le puits. Alors, vous comptez toujours sur les pompiers. Avis aux propriétaires d'immeubles, faites-vous installer un réservoir de 5 000 litres d'eau au sommet de votre immeuble, ainsi que des robinets d'incendie armés à tous les niveaux de l'immeuble. Ainsi, vous pourrez vous-même combattre un départ de feu avant même l'arrivée des pompiers. Jean-Louis Ndema qui nous a écrit ce matin. Mais ça nous pose quand même une petite réflexion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la Sonara? On a envie de comprendre. Comment peut-on avoir ce niveau d'enquête est à la présidence de la République. Les résultats sont déjà Jean Assoumou nous a dit ici que les affaires de pétrole, on ne connaît pas. C'est la présidence de la République. Oui. Vous venez, voilà. Mais là, il y a eu l'incendie que nous avions eu là-bas, c'était exceptionnel, inexplicable. Est-ce qu'on n'avait pas pris ces résolutions? Non. Disons que, pour être beaucoup plus sérieux, l'ancien directeur de la Sonara qui est en prison, Charles Metouk, il avait énuméré un certain nombre de choses, notamment dans le plan de modernisation de cette usine. Il avait marqué il fallait revoir certaines installations. Il avait d'ailleurs pété. Et lorsqu'il est allé voir le constructeur pour qu'il répare, on lui a dit que la procédure n'a pas été bien montée. Et apparemment, cette procédure contre lui est encore pendant dans la justice, mais on n'a pas encore véritablement ouvert. Il s'est expliqué comment? En disant, vous ne pouvez pas avoir votre moteur Mercedes sans publicité qui tombe en panne et aller faire un appel d'offres. Parce que ce n'est pas Renault, ce n'est pas Toyota qui viendra, qui va soumissionner pour remplacer le moteur de votre Mercedes. On estime qu'il est trop rigoureux. Donc il faut l'écarter. Et là, la conséquence est donc ce qui est arrivé. Donc ces choses-là aussi, il faut peut-être les dire.
il faut le dire, parce qu'on écarte un DG qui veut remettre l'entreprise en haut, comme on dit au Cameroun, et avec des règles de management appropriées et modernes, on lui dit non, tu en fais trop. Très bien. Donc on commence donc le tâtonnement avec les groupes qui tombent en panne, qu'on amène à Douala, on décide qu'on ne répare pas. On fait. Bon, voilà, on arrive donc à cette situation rocambolesque là. Merci Mbombo pour cet éclairage ce matin. Karine Santia, vous avez souhaité partager avec nous ce matin une situation. Et cette situation justement concerne l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basila Tanganakuna. Il s'agit de quoi? Oui, Tanganakuna accusé d'avoir détourné 1,736 millions de francs CFA, vient de restituer le corps du délit, mais il restera en prison. On rappelle qu'en novembre 2019, il avait demandé, son collège d'avocats avait demandé à restituer le corps du délit, et cette fois-ci, il l'a fait, sauf qu'il ne sortira pas. Vous le regardez bien sûr en image, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basila Tanganakuna, qui aujourd'hui est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, ayant remboursé le corps du délit. Peut-être il espérait cette fois-ci, Dominique Audrey, que l'on se dise, bon d'accord, il l'a fait, on va peut-être comprendre sa situation, on pourra le libérer, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire quand même? Non. Non. Oui. Il faudrait, écoutez, la prison est un lieu de rédemption. Lorsqu'on envoie quelqu'un en prison, c'est parce que la société a établi entre guillemets des normes, et que lorsqu'on sort de ces normes-là, on vous envoie en prison pour une sorte de rééducation. Le libérer simplement parce qu'il a fait comme ça implique que d'autres le feront et diront, lorsque je vais rembourser, on va me mettre en dehors. Non, il a peut-être remboursé, maintenant il va falloir qu'il se rééduque entre guillemets, qu'il fasse une sorte d'introspection, qu'il se retrouve avec lui-même et qu'il pense à ce qu'il a fait. Croyez-vous que le temps qu'il a déjà fait en prison, c'est pas... Écoutez, il n'a pas longuement réfléchi à propos? Monsieur Ngachou, il y a eu un délit. Il y a eu un délit. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si le fait simplement de rembourser l'argent fait qu'on doit vous libérer. Non. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est que tous les voleurs qui sont là-bas vont donner l'argent, ce qu'ils ont volé, et après on va devoir les libérer. Et après ils vont ressortir, revoler et être un peu plus ingénieux pour ne pas se faire arrêter. Donc même s'il a remboursé l'argent, il est là-bas parce qu'il y a eu détournement de fonds publics et je crois que c'est falsification des codes de passation de marchés publics. Est-ce qu'il a remboursé ça? Non. Donc il a remboursé, c'est une bonne chose, mais maintenant il faut qu'il pense un peu, qu'il médite sur son sort. Et c'est ça le rôle de la prison. Être un lieu de rédemption, de rééducation pour pouvoir se réinsérer plus tard dans la société. Remettre quand même un corps du délit, Charles Hamel, au moment où on est en train de chercher de l'argent pour renforcer les caisses, j'ai envie de dire, du Fonds national de lutte contre le coronavirus aujourd'hui, c'est peut-être la bienvenue. Si on tendait la main à tous ces prisonniers et qu'ils le donnaient petit à petit comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler ne serait-ce que 10 à 15 milliards, voire 20 milliards, et leur donner la possibilité peut-être de purger la peine avec, je vais dire, avec beaucoup d'allègement. Voilà. Si réellement c'était l'opération d'assainissement, je devais être d'accord avec vous. Mais comme il y a une forte odeur de politique, de convoitise du trône de M. Michel Ngachou, je ne saurais me prononcer sur ce sujet. Parce que de nombreuses personnes même ont restitué le corps du délit et sont, avant lui, et sont toujours en prison. Donc vraiment, ce n'est pas trop l'opération épervier, parce qu'on a même démontré que les serres même de l'épervier, là, on a coupé, quelqu'un a coupé tous les serres de l'épervier. Donc l'épervier n'arrive plus à bien voler. Non, on a coupé les serres, c'est fini. Quand l'épervier vous saisit, avec ses griffes, il vous étouffe déjà, vous mourrez. Il vous transperce. Mais si on a taillé tout, entre deux, on a même réussi à casser quelques doigts, parce qu'il y a certains poussins qui sont à tomber. D'autres sont au Maroc, d'autres sont en Suisse. Donc vous voyez que... Très bien. Le message est passé ce matin, Charles Hamel Bachou. Et Momo Bengan va se prononcer, mais maintenant on se dit quand même, la loi continue justement de s'appliquer sur Basila Tanganakuna qui est resté en prison malgré le corps du délit qui a été remboursé. Aujourd'hui, Momo Bengan, est-ce qu'on ne va pas dire que
il paye le prix fort de son silence, de sa fuite, orchestrée à un moment donné? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Charles Hamel vient de vous dire que d'abord, il y a un groupe d'intellectuels encadré par Charlie Gabriel Mbok qui ont écrit un ouvrage là-dessus. Ils s'interrogeaient sur la nébuleuse présidente de la République et sur le bien fondé même de l'opération Épervier. Ça a des relents politiques. Ça a des relents politiques. Pourquoi il est resté calme? Parce qu'on l'avait pris dans un pays voisin, il est revenu alors qu'il était interdit de sortir du pays. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je remarque seulement qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans cette histoire. Il y en a qui n'ont pas volé. Quelqu'un d'autre a volé, a remis le corps de lui, mais lui on l'a condamné. Et Charles Metouk, dont je parlais tout à l'heure, de la Sonara. Et les gens qui l'ont amené à être condamné à Tanganakuna, je ne sais pas comment ils se voient là-bas à Kondari. Je ne sais pas comment ils se voient. Parce que les gens qui ont monté le coup, ils étaient là. Conseil d'administration extraordinaire, on l'enlève et tout. Après on lui dit, oui, on a fait une passation de services administratif, il faut faire passation de services techniques parce que le nouveau DG qui arrive, il faut lui donner la possibilité, il faut lui expliquer comment fonctionne la direction technique, direction d'exploitation et tout. On écrit même une lettre, le PCA a écrit une lettre en lui disant que, bon, donnons-nous lundi, parce que la passation de services est passée un vendredi, venons lundi, on va. Il vient lundi, jusqu'à 13h, le PCA n'est pas là, il appelle. Il dit, mais attends, le PCA lui dit, bon, rendons-nous l'après-midi. Quand il rentre pour qu'on revienne l'après-midi, c'est la PJ qui vient le prendre. On dit qu'il a perturbé le travail du secrétariat. On lui interroge le PCA dit non. La signature là ressemble à la mienne, mais je ne me rappelle pas avoir signé. Voilà les affaires. Maintenant, même tout, on le condamne pour ça. On l'arrête encore parce qu'il avait retenu les factures de quelqu'un d'autre, notamment l'entreprise Winkin. Au tribunal, Winkin vient et dit que oui, et vraiment, moi je ne veux pas de problème. Je restitue l'argent que Metouk demandait pour le compte de la Sonara. On restitue l'argent, mais lui, Metouk, on le met en prison. Le tribunal lui dit, mais pourquoi toi-même tu as retenu ces factures? Il fallait engager la procédure. Il dit que non. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procédure. On a arrangé et on s'est tombé d'accord. Voilà le truc. Moi, je pensais que vous allez me reprocher d'avoir volé l'argent. On dit que non, vraiment, pour le vol, à toi, tu ne voles pas. Mais il fallait risquer un procès. Et c'est eux. Taganakuna. Donc, vous voyez, lui, quand on l'arrête, 1,736,401,870 francs, il dit, je rembourse même demain si vous voulez. Mais surtout, avec un de ses amis, un certain Jacques Massard. Vous comprenez le nom, donc oui. Ce n'est pas un nom camerounais. Oui. On dit, on arrête les poursuites contre eux. Mais les autres 4 personnes avec qui il est impliqué, on continue, on les arrête. Donc, quand vous disiez, c'est pour cette raison que lorsqu'on a créé ce tribunal, nous sommes un certain groupe de Camerounais qui avons estimé que, justement, la loi là ne régule pas, ne régule pas le fonctionnement de nos sociétés. C'est comme si on demandait aux Camerounais voler plus et rester en liberté. Quand vous volez 50 millions, vous remboursez, on peut vous les rendre libres. Mais quand vous volez 500 000, on peut vous condamner à vie. Comment vous, attendez, expliquez-moi ça. Vous volez 500 000 francs. On peut vous condamner à vie. Vous, d'abord, la loi ne dispose pas que vous pouvez rembourser. Mais quand vous volez à partir de 50 millions, on dit qu'on peut voir dans quelle mesure vous pouvez rembourser et on vous libère. Bon, c'est vrai, je ne maîtrise pas le droit, mais l'autre rôle d'indigène... On va peut-être mieux suivre cette actualité avec le temps. Mais maintenant, il est quand même maintenant en prison. On a dit... Donne quand même. Mais apparemment, on va voir... Mais il faut se demander aussi, mais lorsqu'on prend là, ça va où exactement? Non, ça va en principe dans les caisses de l'État, en principe. Je n'ai pas contrôlé. Oui, mais c'est le 15 juin prochain qu'on verra exactement si... on va enfin le libérer ou pas, avec son Jacques Massard. Et que fera-t-on des autres, de ses collaborateurs qui sont détenus dans le même cadre? Va-t-on les retenir, comme disait Dominique Audrey, que oui, vous avez remboursé l'argent que vous avez volé, mais
il fallait quand même pas voler et rester là-bas. Bon, on ne sait pas. Donc, En tout cas, Karine Sortia, peut-être ce sujet aussi, vous pourrez nous laisser un petit commentaire. Vous, ça ne vous fait pas peur? Vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être rééduquer, peut-être même questionner l'administration camerounaise, les écoles qui forment ces administrateurs camerounais, à prendre la chose publique avec beaucoup de sérieux et de ne pas se l'approprier comme étant sa chose personnelle. Parce que ce que vit aujourd'hui Bazit Atanganakuna, c'est assez, le docteur, je précise, Bazit Atanganakuna, c'est assez compliqué. N'y a-t-il pas lieu de questionner les établissements qui forment ces administrateurs en leur disant attention à la chose publique? Mais quand vous avez un sous-préfet qui se prend pour le dieu du début et de la fin, vous pensez qu'il est venu là pour vous dire qu'il est un saint? Je ne pense pas. Ce qui se passe, c'est que dans notre pays, quand même, on a ouvert, mon père dit souvent qu'on a ouvert la boîte de Pandore, chacun est venu prendre ce qu'il avait appris à prendre. Sauf que le malheur est que chacun a pris ce qu'il avait à prendre, on l'a observé, et après il a quand même essayé d'observer ou d'admirer, d'apprécier la chaise de la personne qui a ouvert la boîte de Pandore, et c'est là où tout devient compliqué. Je le dis comme ça, tout simplement. C'est ce que dit papa, c'est ça. l'image est très bien, c'est bien choisi justement. Voler, ne regardez pas là où je suis assis. Voilà. Alors, l'image est bien. Vous voyez bien que c'est des questions quand même politiques. Formation, ça n'a rien à voir. Je dis bien rien à voir. Il n'y a pas un cours qui vous dit voler. Mais par contre, il y a des responsables en comptabilité et tout qui sont capables de distraire des fonds. Il n'y a pas un cours intitulé le vol, mais il y a quand même des responsables qui sont capables de détourner des fonds. Détourner 1,736 millions de francs CFA, ce n'est que le moindre coût. Il y en a qui ont détourné bien plus et qui sont aussi en prison. Certains qui sont en pleine liberté, d'autres qui ont réussi à traverser les frontières du Cameroun et qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Donc dites-vous bien que ceux qu'on arrive à arrêter peuvent payer, ceux qu'on n'a pas arrêtés, ils peuvent continuer à jouer la belle vie. Alors qu'on peut lancer Interpol pour plusieurs choses. Voilà, exactement. On peut lancer Interpol pour plusieurs choses. Très bien. Ce qui intéresse quand même les Camerounais aujourd'hui, c'est savoir corps du délit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on vous reproche. L'argent qu'on vous reproche, vous avez remboursé. Oui. Est-ce que parce que vous avez remboursé, vous avez le droit d'être libre? C'est la question. Non, c'est le justice. C'est le tribunal qui décide quand on regarde tes yeux. Sauf que le tribunal n'a pas encore décidé. Ça veut dire qu'en dehors de ces détournements de fonds, il y a d'autres choses pour lesquelles il a été inculpé. Donc, on attend de voir la situation finale. Mais je sais quand même que la situation aujourd'hui de ces différents prisonniers-là n'est pas très loin de la politique. Donc, ce n'est pas juste des questions de détournement. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Merci d'avoir trouvé de l'intérêt à nous écouter, à nous regarder, à partager avec nous ces moments extrêmement importants de 10-12 le Zénith. Et on va vous rappeler que jusqu'ici, chaque journaliste est debout. Chaque journaliste regarde vers l'armée camerounaise. Oui, regarde encore le chef de l'État en se demandant, vous qui êtes le chef justement de l'armée, Monsieur le Président, les journalistes attendent effectivement qu'une enquête soit lancée autour du décès de Samuel Ouazizi. On veut en savoir plus sur ce qui s'est passé exactement et quel est le prix à payer pour que les journalistes soient libres dans ce pays. Quel est le prix à payer afin qu'on puisse avoir, nous aussi journalistes, aisément accès aux informations. Quel est le prix à payer quand on sait que chaque citoyen a le droit à l'information, même si on sait qu'il y a des dossiers qui sont classés secret défense, il est important que le journaliste soit libre dans ce pays. Allez, passez une excellente journée. Restez bien évidemment présents sur Equinox avec la suite des programmes. Madame, monsieur Dissela, portez-vous bien. Merci à vous, chers messieurs et dames. À demain, avec le même plaisir.